Pour les 20 ans du Grand Prix de Chine et un retour après presque 5 ans, c'était complet en tribune. On attendait 200 000 spectateurs, je crois, sur l'ensemble du week-end, ce qui fait un Grand Prix assez classique en Europe en vrai parce que il n'y a pas non plus 1 milliard de tribunes autour du circuit. Mais par contre, la foule était très engagée pour Guan Yu Zhou et se garer devant cette tribune principale de 28 000 personnes, je crois, c'est le chiffre. À la fin de la course, représentait bien plus qu'on ne le pensait pour lui. Les Chinois ne savaient plus trop qui soutenir depuis le départ de Kimi Raikkonen parce que oui, Raikkonen était très soutenu par les Chinois. Maintenant, ils n'ont plus besoin de chercher, ils ont Guan Yu Zhou. Bref, ça fait vraiment plaisir, c'est la belle histoire. Bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Chine 2024 de Formule 1. Allez zou, c'est parti! On commence par la manœuvre du week-end, le fameux XT au T1. Alors Norris a tenté de défendre au départ de la sprint et Alonso a tenté d'attaquer au départ du Grand Prix. Et les finalités sont pas du tout les mêmes pour le coup. Je commence par Norris contre Lewis Hamilton en sprint. Ça rentre roue avant contre roue avant dans le très long T1 qui permet justement d'enrouler à deux de front. Donc ça c'est plutôt cool pour nous spectateurs. Hamilton rentre avec beaucoup de vitesse mais il a l'avantage d'être à l'intérieur et de pouvoir gérer plus facilement sa trajectoire alors que Norris est un peu obligé de se calquer sur ce que fait la Mercedes. Alors Hamilton fait ce qu'on appelle une manœuvre de champion du monde, de roublard entre guillemets. Il laisse beaucoup rouler sa voiture pour écarter Norris le plus possible de sa trajectoire, sans pour autant vouloir le mettre dehors évidemment, mais pour l'enfermer et que le pilote McLaren ne puisse pas plonger à l'intérieur dans le virage 2 qui arrive et qui est à gauche. Sauf que les deux arrivent vite, voire peut-être même un peu trop vite sur une piste qui est assez glissante depuis le début du week-end et les deux perdent l'arrière en fin de virage, ce qui fait que Norris, étant encore plus hors trajectoire, se neutralise lui-même malheureusement et Hamilton est passé pas loin d'une petite correctionnelle non plus, donc c'était assez chaud. Bref, oui, fallait tenter, bien évidemment, il a tout bien exécuté, Lando Norris, mais tous les éléments n'étaient pas en sa faveur pour qu'il réussisse à garder sa position. C'est comme ça, c'est la course, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, pourquoi Fernando Alonso a réussi le lendemain là où Norris a échoué? Et on va voir ça ensemble. Alors premièrement, on a pu toucher au réglage de la voiture entre la sprint et la qualif. Donc ça peut un petit peu jouer, il y en a qui sont un peu paumés, d'autres qui ont réussi à trouver de la performance, bref. Et surtout, en fait, le vent était de face dans ce fameux T1 au moment du départ du Grand Prix, contrairement à la veille. Donc vous avez un petit surplus d'appui aéro qui est quand même plutôt sympathique et le bienvenu. Et c'est pas pour rien qu'on a vu un Alonso chauffer ses pneus comme un fou furieux avant le départ, à faire 5 burns je crois, pour justement arriver avec le plus de grip possible et en ayant en tête tout ce que je viens de vous expliquer. Il savait que en fait il avait la capacité d'attaquer par l'extérieur, il y avait du vent, il y avait des pneus chauds, etc. Départ, boum, ça enroule Pérez bien comme il faut et ça va même jusqu'à se mettre contre le ponton de Max Verstappen. Je crois qu'on n'a jamais eu un pilote aussi proche du ponton de Verstappen cette année. Le tour est joué, P2, c'est même le fait qu'Alonso d'ailleurs reste devant Pérez qui plus tard dans la course l'a suffisamment retardé entre guillemets pour finalement ne jamais revenir sur Lando Norris en fin de course. Voilà, c'est le petit truc. Alors faut aussi prendre en compte que Alonso est en situation d'attaque et non de défense contrairement à Lando Norris. Donc ça change un petit peu légèrement la manière d'exécuter de la manœuvre, la manière de la percevoir, etc. C'est toujours un petit peu différent, même si elles sont très similaires. Alors avec Lewis Hamilton out en Q1 et Stroll out en Q2, eh bien on avait donc 2 spots pour potentiellement aller chercher les points le dimanche pour le milieu de peloton, le reste du monde si vous préférez. Donc fallait bien se placer et c'était le cas pour Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas. Alors Hülkenberg avait sombré petit à petit dans le sprint avec des mauvais choix de réglage et j'ai envie de vous dire presque tant mieux pour lui parce que ça leur a permis de reprendre la bonne direction en setup au moment de se lancer en qualif et ça a payé P9. Alors Bottas et même les Sauber en général, parce qu'on a eu une belle prestation de Joe sur l'ensemble du week-end, il y avait un bon rythme sur l'ensemble par rapport à d'habitude, donc c'était assez prometteur, ça allait bien se battre entre Bottas et Hülkenberg avant de voir potentiellement un Stroll
avec une bien meilleure voiture, les passer, voire un Hamilton qui devait aussi rentrer dans le top 10 en règle générale. Sauf que celui qui donne un peu le coup d'envoi des arrêts au stand derrière, eh bien c'est Tsunoda qui avait fait un très bon départ en soft. Ça oblige Hülkenberg à couvrir et éviter de se faire undercutter par Bottas qui était juste derrière lui. Et le Finlandais s'arrête le tour d'après, donc match nul sur cette première phase d'arrêt au stand. Et puis bon bah boum, hein, évidemment, Bottas abandonne encore une fois sur problème mécanique, c'est vraiment relou et terrible, ça fait mal au cœur presque. D'ailleurs la VSC ou la safety car, quand t'as un pilote qui est debout à côté de sa voiture en plein milieu d'une zone de dégagement où ça arrive à 250, la FIA c'est quand vous voulez, vraiment, hein, vous prenez votre temps, petit café, machin, tranquille. Du coup, Hülkenberg se battait avec Ocon qui avait le nouveau fond plat d'ailleurs sur l'Alpine qui a dû effectivement être plutôt efficace, mais Ricciardo faisait une course d'enfer et passe Hülkenberg tout comme Stroll. La Haas n'avait pas leur rythme à Stroll et à Ricciardo, mais ça restait quand même pas trop loin non plus. Bon, alors il se passe ce qui se passe sous la safety car, on va y revenir, et celui qui est le mieux placé pour récupérer le pactole, c'est Hülkenberg. Il conserve la P10 puisque Stroll est encore une fois dans les choux, et en termes d'exécution, de patience, de marge de sécurité, etc., bah, Hülkenberg a pour moi fait la meilleure course possible ce dimanche. Avec un peu de chance, il a saisi les opportunités qui se présentaient à lui, donc voilà, bravo, encore un point pour Haas, ça marche très fort, et bah, quand il y a du grabuge devant, faut être là pour récupérer ce qu'il y a. C'est un peu le GP2 engine bien moins fougueux et ampli d'un certain flegme britannique pour Lewis Hamilton qui a vécu un Grand Prix de Chine, digne d'une descente aux enfers. Malheureusement, ça commençait bien, puis ça s'est mal terminé. Pole en sprint, shootout, P2 en sprint, on se disait bah ah, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose chez Mercedes, ou du moins Hamilton a réussi à faire la bonne diff en étant bien placé, parce que le sprint shootout sous la pluie c'était excellent. Ils ont beaucoup touché au setup après la sprint pour aller chercher un petit peu plus de perfo pour la qualif. Encore. Mais ça les a mis un petit peu à l'envers, ou en tout cas ça n'a pas réussi à faire en sorte que Hamilton arrive à bien freiner correctement, notamment au virage 14, c'était compliqué pour lui, tout le temps il y avait un espèce de blocage, voilà, donc ça lui faisait perdre du temps. Il se fait sortir un peu bêtement en Q1 finalement, ce qui compromettait énormément sa course le dimanche. Alors pareil, on a vu Hamilton partir sur les softs pour tenter de traverser le pack au départ pour prendre la tangente, mais pas du tout. À l'inverse d'un Tsunoda, Hamilton est resté bloqué des plombs à l'arrière en se plaignant de ses pneus et que les pneus n'arrivaient pas à donner la perfo qu'ils espéraient. Bon alors un arrêt plus tard et débarrassé des softs pour des médiums, ça va un petit peu mieux, mais il manque toujours de vitesse. Et puis entre la VSC provoquée par l'abandon donc de Bottas, Hamilton plonge pour mettre les hards, ça fait long pour finir la course, mais il lui reste plus rien à part un médium entamé et des softs. Et les softs, il en veut pas, donc c'est un peu la merde. Alors heureusement, la Virtual Safety Car se transforme en Full Safety Car et on patiente un bon 10 tours, ce qui finalement permet à peu près à tout le monde de rentrer dans la marge acceptable pour aller au bout sur les hards. P9 à l'arrivée après quelques belles batailles où il a pu quand même un petit peu s'amuser, hein. C'était pas facile, ça a été dur, ça a été lent, mais ça sauve un petit peu le cauchemar qu'il a eu en qualif. On a évidemment, et c'est un petit peu compréhensible aussi, un peu plus de mal à avoir un Lewis Hamilton qui est aussi galvanisant qu'avant avec son équipe, qui lâche jamais rien, etc. Donc c'est compliqué quoi, c'est une situation qui est difficile pour lui avec une voiture qui reste une merguez que Toto Wolff essaie de vendre à Max Verstappen. Est-ce qu'il ira chez Mercedes? Ça c'est une autre question. La saison est encore longue et il doit ronger un petit peu son frein avant de s'envoler pour l'Italie où on est sur le chemin inverse avec une pente ascendante engagée par Fred Vasseur depuis son arrivée l'année dernière. Ça n'empêche évidemment qu'on sait que Hamilton donne tout dans la voiture, quoi qu'il arrive, mais on sent que c'est bien la fin d'une ère. Bon, pas de Fast 5 sans stratégie. Et bah oui, et pour le coup, les maîtres de la stratégie cette année, et c'est pas une blague, hein, c'est Ferrari. C'est Ferrari, et je rigole pas du tout, c'est pointilleux, c'est dangereux pour les autres. Et McLaren, pour une fois, ne s'est pas fait avoir par Ferrari. Au contraire, ils ont eu un petit peu de chance aussi. Parce que faut être honnête, ça allait pas tourner en leur faveur. Alors bien que Alonso ait fait une P3, la vraie menace pour les McLaren, ça restait les Ferrari qui étaient surprenamment un ton en dessous en qualif et qui partaient juste derrière les voitures oranges. C'est de là qu'allait venir la pression pendant le début de la course, car c'est là que Ferrari fait la diff cette année, c'est surtout en course et non pas en qualif. La course débute, Alonso fait le show, déglingue ses pneus pour garder Pérez derrière lui.
pendant que Norris observe et câline ses petites gommes tranquillement. Piastri fait un petit peu le tampon avec Russell qui s'est invité dans la game parce que faut bien un petit peu jouer. Mais lorsque Leclerc finit par passer Piastri, Alonso plonge dans les stands avec Russell pour se couvrir parce que là ils se disent ah ça y est, là le monégasque qu'on l'a lâché, ça va partir. Du coup devant chez Red Bull on prend pas trop de risques et on couvre aussi en faisant un double stack de l'enfer, 2 secondes 1 et 2 secondes 0 je crois. Mais chez Norris on continue et chez Ferrari aussi. Et Piastri finit par rentrer pour tenter peut-être de provoquer une réponse chez Leclerc ou Sainz. Sainz en fait de même. Mais non, concours de qualité à celui qui restera le plus longtemps en piste entre Norris et Leclerc avec les médiums. Plan dit, on allonge au max chez Ferrari. On sent surtout de la confiance dans l'exécution de la stratégie chez Charles et chez son ingé. Donc ça c'est plutôt bon. Et on comprend très bien chez McLaren que pour prendre la P3 à ce moment-là, en fin de course, faut faire un arrêt comme chez les rouges, donc va falloir se tenir à son calbar. VSC, Norris se fait avoir puisqu'il passe le dernier virage avant qu'elle ne se déclenche là où Charles Leclerc rentre directement au stand pour bénéficier de cet avantage de 8 secondes environ que tu as sous VSC quand tu fais un arrêt au stand. Sauf que ça dure et finalement Norris rentre pour passer aussi les hards, donc ça va. Sauf que safety car complète, ça change tout pour les Red Bull qui doivent s'arrêter à nouveau et ensuite aller au bout avec les hards. Et Perez ressort donc derrière Norris et Charles Leclerc. Alors Alonso passe des softs parce que lui il est pris au piège de sa propre stratégie parce qu'il n'avait plus les pneus qu'il fallait. Donc il devra repasser au stand plus tard. Hop, une Aston Martin en moins, hors course pour le podium. Finalement, les McLaren sont légèrement plus rapides que les Ferrari et surtout Perez tue ses pneus littéralement en suivant et en tentant de trouver l'ouverture sur Charles Leclerc qu'il arrivera à trouver. Donc derrière, en fait, il a plus dû pour aller chercher Lando Norris. P2 pour Lando Norris et McLaren qui s'attendaient à souffrir comme jamais sur ce circuit. Mais le fait qu'il y ait eu un vent un peu différent et moins violent, peut-être une tempête-piste un petit peu plus froide, a joué en leur faveur. Là où chez Ferrari, on s'est peut-être un petit peu plus égaré sur les réglages. C'est très bien joué pour Norris, méga bonne stratégie et parfaite exécution. Et Ferrari aussi a très bien fait le boulot, même s'il en manquait un petit peu en termes de rythme. C'est eux qui ont donné l'impulsion de la strat. Alors on n'a pas encore fait le point sur le classement général, du coup c'est l'occasion. Après 5 Grands Prix, le classement correspond plutôt bien aux performances pures qu'on perçoit en fait et de l'idée qu'on se faisait à Bahreïn en termes de classement sur les équipes. Pour les pilotes, Verstappen 1, voilà. Perez 2, voilà. Leclerc 3, assez proche quand même. Sainz qui a manqué un Grand Prix 4, c'est pas mal. Et puis on a Norris et Piastri avec un surprenant Russell devant Alonso. Ouais. Hamilton en galère P9 et puis Stroll malgré tout est P10. Mais ça on va reparler de Stroll. Bon, ouais. Oui, il faut qu'on en parle. Première fois qu'on voit un Daniel Ricciardo aussi énervé. Il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Je vous avais dit en début de saison que maintenant Stroll, ça me faisait ni chaud ni froid et terminé, je m'en fous. Mais bon, par acquis de conscience et parce que vous savez que j'aime bien me faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai. On va essayer de voir si c'est vraiment que la faute de Lance Stroll. Spoiler alerte, c'est plutôt carrément sa faute. Alors la relance de course c'est toujours un moment un petit peu tendu comme les départs lancés. Vous avez qu'à regarder le WEC à Imola par exemple, le départ c'était un peu chaud. Parce que en fait tout le monde est proche et tout le monde essaie de voir quand le leader va partir, etc. ou le feu vert, etc. Donc tout le monde n'a pas les mêmes temps de réaction, c'est toujours un petit peu compliqué. Bref, c'est complexe et on ne veut pas se faire avoir. Alors la meilleure manière de faire une relance à Shanghai, c'est pas très compliqué, c'est de mettre le coup de gaz en sortie de l'épingle et de paumer ton poursuivant dans le dernier virage avec un petit peu de dirtière pour te mettre à l'abri sur la grande ligne droite avant d'arriver dans l'escargot. C'est ce que fait Verstappen, il n'y a rien de très surprenant là-dessus. Sauf que derrière, en arrivant à l'épingle, Stroll soulève Ricciardo qui touche le diffuseur de Piastri qui avait absolument rien demandé. Alors forcément, on va regarder le on-board de Stroll, il freine pas ou alors ses freins sont froids et il n'a pas de mordant sur les freins. Mais normalement, si tu as 7 saisons de Formule 1 d'expérience, bon, tes freins sont pas froids quoi. Donc c'est pas les freins, c'est ce qui se trouve entre le volant et le baquet comme on dit. Alors sur le on-board, pas besoin d'être devin, Stroll freine légèrement et commence en fait à regarder son point de corde et les voitures qui commencent à accélérer en sortie de l'épingle. Et au dernier moment, garé un peu sur la trajectoire, arrive Ricciardo dans sa tronche. Et boum. Sauf que devant, on a un vrai problème qui est arrivé et dont personne n'a vraiment parlé, je pense. Sainz laisse un certain gap en fait avec la voiture devant lui avant l'épingle. Il accélère et freine fort pour chauffer une dernière fois les pneus et les freins,
Alonso le suit et lui, il bloque même les 2 roues avant et part un petit peu tout droit. Il est suivi par George Russell qui le suit à la trace et prend la trajectoire complètement extérieure. Pareil pour Piastri et Ricciardo qui font à peu près la même chose. Et donc arrive Lance Stroll. En fait, aucun ne veut prendre le virage normalement pour se ménager une bonne relance en sortie d'épingle en mettant la voiture le plus droit possible et pas se faire paumer par les mecs de devant. Alors Hülkenberg voit tout ça d'un peu loin et a la présence d'esprit de se dire attends 2 secondes parce que là moi je vais braquer et prendre mon virage parce que là les mecs ils partent en direction de Pékin et c'est pas vraiment mon projet, moi j'ai envie de faire la P10. Bref, pour faire un petit peu les comptes, alors Sainz laisse donc un petit gap et ça va créer une sorte de mini accordéon juste avant la relance et juste avant cette épingle. C'est pas voulu de sa part, c'est pas grand chose et encore moins punissable je trouve personnellement. Alonso fait une petite erreur, bloque ses roues et va tout droit et donc Russell, Piastri et Ricciardo le suivent pour pas se faire décrocher en réaccélération à la sortie. La situation en vrai de vrai, elle est pas top et elle est même un peu merdique je trouve. Ils sont plus lents dans le virage que d'habitude et comme Stroll, il regarde le point de corde pour commencer à piloter correctement la voiture, il regarde pas la voiture de devant et boum. Alors la situation est créée en partie par Sainz et Alonso, mais Stroll est bien évidemment responsable de son accrochage avec Ricciardo et ne peut pas lui mettre la faute sur le dos ou même sur le dos de Alonso ou de Sainz. Il est censé être maître de sa voiture et là pour le coup il a pas fait le job. Alors juste pour terminer là-dessus, le plus gros problème de tout ça ce sont les pneus, oui, les pilotes en chient littéralement pour garder de la température sous safety car, donc ça doit accélérer, freiner, mettre de la contrainte et de la charge latérale, etc. pour générer de la température. Donc en fait, une fois qu'on passe la responsabilité au leader de la course, on devrait avoir des voitures collées les unes aux autres et plus avoir ces petits moments d'accélération et de frein comme on a pu voir et qui peuvent faire une fausse relance. En fait, si on résout ce problème, on évite une situation un peu de merde où un pilote qui a 7 saisons dans les pattes devrait pas faire ce genre de catastrophe. Ça fout en l'air la magnifique course de Ricciardo qui mettait enfin Tsunoda derrière lui sur l'entièreté du week-end. Et c'est vraiment dommage. Et puis alors je parle pas de Piastri qui perdait 4 dixièmes au tour avec son diffuseur touché du coup. D'ailleurs Ricciardo était tellement sous le coup de l'émotion entre guillemets qu'il a repris la place à Nico Hülkenberg sur la safety car d'après, ce qui lui a valu du coup 10 secondes de pénalité je crois ou 3 places de pénalité sur le prochain Grand Prix à Miami parce que en fait c'est 2 incidents différents pour le coup. Et puis comme les deux étaient en accrochage, le règlement est précis là-dessus. S'il y a un problème entre 2 voitures, Hülkenberg avait le droit de dépasser à ce moment-là. Donc voilà, Ricciardo a pensé que c'était bon pour lui. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions évidemment dans les commentaires. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et dans 2 semaines pour le GP de Miami. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.